Salut à tous, et aujourd'hui on attaque le chapitre 3 de la conquête du pain, le communisme anarchiste. Toute société qui aura rompu avec la propriété privée sera forcée, selon nous, de s'organiser en communisme anarchiste. L'anarchie mène au communisme, et le communisme à l'anarchie. L'un et l'autre n'étant que l'expression de la tendance prédominante des sociétés modernes, la recherche de l'égalité. Il fut un temps où une famille de paysans qui pouvait considérer le blé qu'elle faisait pousser et les habits de laine tissés dans la chaumière comme des produits de son propre travail. Même alors, cette manière de voir n'était pas tout à fait correcte. Il y avait des routes et des ponts faits en commun, des marais asséchés par un travail collectif, et des pâturages communaux enclos de haies que tous entretenaient. Une amélioration dans les métiers à tisser, ou dans les modes de teinture des tissus, profitait à tous. À cette époque, une famille de paysans ne pouvait vivre qu'à condition de trouver appui, en mille occasions, dans le village, la commune. Mais aujourd'hui, dans cet état de l'industrie où tout s'entrelace et se tient, où chaque branche de la production se sert de toutes les autres, la prétention de donner une origine individualiste au produit est absolument insoutenable. Si les industries textiles ou la métallurgie ont atteint une étonnante perfection dans les pays civilisés, elles le doivent au développement simultané de 1000 autres industries, grandes et petites. Elles le doivent à l'extension du réseau ferré, à la navigation transatlantique, à l'adresse de millions de travailleurs, à un certain degré de culture générale de toute la classe ouvrière, à des travaux, enfin, exécutés de l'un à l'autre bout du monde. Les Italiens, qui mouraient du choléra en creusant le canal de Suez, ou d'ankylosite dans le tunnel du Gothard, et les Américains que les obus fauchaient dans la guerre pour l'abolition de l'esclavage, ont contribué au développement de l'industrie cotonnière en France et en Angleterre. Non moins que les jeunes filles qui s'étiolent dans les manufactures de Manchester ou de Rouen, ou que l'ingénieur qui aura fait, d'après la suggestion de tels travailleurs, quelques améliorations dans un métier de tissage. Comment vouloir estimer la part qui revient à chacun des richesses que nous contribuons tous à accumuler ? En nous plaçant à ce point de vue général, synthétique de la production, nous ne pouvons pas admettre avec les collectivistes qu'une rémunération proportionnelle aux heures de travail fournies par chacun à la production des richesses puisse être un idéal ou même un pas en avant vers cet idéal. Sans discuter ici si réellement la valeur d'échange des marchandises est mesurée dans la société actuelle par la quantité de travail nécessaire pour les produire, ainsi que l'ont affirmé Smith et Ricardo, dont Marx a repris la tradition. Il nous suffira de dire, quitte à y revenir plus tard, que l'idéal collectiviste nous paraît irréalisable dans une société qui considérerait les instruments de production comme un patrimoine commun. Basé sur ce principe, elle se verrait forcée d'abandonner sur le champ toute forme de salariat. Nous sommes persuadés que l'individualisme mitigé du système collectiviste ne pourrait exister à côté du communisme partiel de la possession par tous du sol et des instruments de travail. Une nouvelle forme de possession demande une nouvelle forme de rétribution. Une nouvelle forme de production ne pourrait maintenir l'ancienne forme de consommation, comme elle ne pourrait s'accommoder aux anciennes formes d'organisation politique. Le salariat est né de l'appropriation personnelle du sol et des instruments de production par quelques-uns. C'est la condition nécessaire pour le développement de la production capitaliste. Il mourra avec elle, lors même que l'on chercherait à le déguiser sous forme de bon de travail. La possession commune des instruments de travail amènera nécessairement la jouissance en commun des fruits du labeur commun. Nous maintenons, en outre, que le communisme est non seulement désirable, mais que les sociétés actuelles, fondées sur l'individualisme, sont même forcées continuellement de marcher vers le communisme. Le développement de l'individualisme,
pendant les 3 derniers siècles s'explique surtout par les efforts de l'homme voulant se prémunir contre les pouvoirs du capital et de l'État. Il a cru un moment, et ceux qui formulaient pour lui sa pensée, ont prêché qu'il pouvait s'affranchir entièrement de l'État et de la société. Moyennant l'argent, disait-il, je peux acheter tout ce dont j'aurai besoin. Mais l'individu a fait fausse route, et l'histoire moderne le ramène à reconnaître que sans le concours de tous, il ne peut rien, même avec ses coffres remplis d'or. En effet, à côté de ce courant individualiste, nous voyons dans toute l'histoire moderne la tendance d'une part à retenir ce qui reste du communisme partiel de l'Antiquité, et d'autre part à rétablir le principe communiste dans 1000 et 1000 manifestations de la vie. Dès que les communes des 10e, 11e et 12e siècles eurent réussi à s'émanciper du seigneur laïque ou religieux, elles donnèrent immédiatement une grande extension au travail en commun, à la consommation en commun. La cité, non pas les particuliers, a frété des navires, expédié ses caravanes pour le commerce lointain dont le bénéfice revenait à tous, non aux individus. Elles achetaient aussi les provisions pour ses habitants. Les traces de ces institutions se sont maintenues jusqu'au XIXe siècle, et les peuples en conservent pieusement le souvenir dans leurs légendes. Tout cela a disparu, mais la commune rurale lutte encore pour maintenir les derniers vestiges de ce communisme, et elle y réussit tant que l'État ne vient pas jeter son glaive pesant dans la balance. En même temps, de nouvelles organisations basées sur le même principe, à chacun selon ses besoins, surgissent sous 1000 aspects divers. Car, sans une certaine dose de communisme, les sociétés actuelles ne sauraient vivre. Malgré le tour étroitement égoïste donné aux esprits par la production marchande, la tendance communiste se révèle à chaque instant et pénètre dans nos relations sous toutes les formes. Le pont, dont le passage était payé autrefois par les passants, est devenu monument public. La route pavée, que l'on payait jadis à tant la lieue, n'existe plus qu'en Orient. Les musées, les bibliothèques libres, les écoles gratuites, les repas communs des enfants, les parcs et les jardins ouverts à tous, les rues pavées et éclairées, libres à tout le monde. L'eau envoyée à domicile avec tendance générale à ne pas tenir compte de la quantité consommée. Autant d'institutions fondées sur le principe « prenez ce qu'il vous faut ». Les tramways et les voies ferrées introduisent déjà le billet d'abonnement mensuel ou annuel, sans tenir compte du nombre des voyages. Et récemment, toute une nation, la Hongrie, a introduit sur son réseau de chemins de fer le billet par zone, qui permet de parcourir 500 ou 1000 km pour le même prix. Il n'y a pas loin de là au prix uniforme, comme celui du service postal. Dans toutes ces innovations et 1000 autres, la tendance est de ne pas mesurer la consommation. Un tel veut parcourir 1000 lieues et tel autre 500 seulement. Ce sont là des besoins personnels et il n'y a aucune raison de faire payer l'un 2 fois plus que l'autre parce qu'il y est 2 fois plus intense. Voilà les phénomènes qui se montrent jusque dans nos sociétés individualistes. La tendance, si faible soit-elle encore, est en outre de placer les besoins de l'individu au-dessus de l'évaluation des services qu'il a rendus ou qu'il rendra un jour à la société. On arrive à considérer la société comme un tout, dont chaque partie est si intimement liée aux autres que le service rendu à tel individu est un service rendu à tous. Quand vous allez dans une bibliothèque publique, pas la Bibliothèque nationale de Paris, par exemple, mais disons celle de Londres ou de Berlin. Le bibliothécaire ne vous demande pas quel service vous avez rendu à la société pour vous donner le bouquin, ou les 50 bouquins que vous lui réclamez, et il vous aide aux besoins si vous ne savez pas les trouver dans le catalogue, moyennant un droit d'entrée uniforme. Et très souvent, c'est une contribution au travail que l'on préfère. La société scientifique ouvre ses musées, ses jardins, sa bibliothèque, ses laboratoires, ses fêtes annuelles à chacun de ses membres, qu'il soit un Darwin ou un simple amateur. À Pétersbourg, si vous poursuivez une invention, vous allez dans un atelier spécial où l'on vous donne une place, un établi de menuisier, un tour de mécanicien,
tous les outils nécessaires, tous les instruments de précision, pourvu que vous sachiez les manier. Et on vous laisse travailler tant que cela vous plaira. Voilà les outils. Intéressez des amis à votre idée. Associez-vous à d'autres camarades de divers métiers si vous ne préférez travailler seul. Inventez la machine d'aviation ou n'inventez rien. C'est votre affaire. Une idée vous entraîne. Cela suffit. De même, les marins d'un bateau de sauvetage ne demandent pas leur titre aux matelots d'un navire qui sombre. Ils lancent l'embarcation, risquent leur vie dans les lames furibondes et périssent quelquefois pour sauver des hommes qu'ils ne connaissent même pas. Et pourquoi les connaîtraient-ils? On a besoin de nos services. Il y a là des êtres humains. Cela suffit, leur droit est établi. Sauvons-les. Voilà la tendance, éminemment communiste, qui se fait jour partout, sous tous les aspects possibles, au sein même de nos sociétés qui prêchent l'individualisme. Et que demain, une de nos grandes cités, si égoïste en temps ordinaire, soit visitée par une calamité quelconque, celle d'un siège par exemple, cette même cité décidera que les premiers besoins à satisfaire sont ceux des enfants et des vieillards, sans s'informer des services qu'ils ont rendus ou rendront à la société. Il faut d'abord les nourrir, prendre soin des combattants, indépendamment de la bravoure ou de l'intelligence dont chacun d'eux aura fait preuve. Et, par milliers, femmes et hommes rivaliseront d'abnégation pour soigner les blessés. La tendance existe. Elle s'accentue dès que les besoins les plus impérieux de chacun sont satisfaits, à mesure que la force productrice de l'humanité augmente. Elle s'accentue encore plus chaque fois qu'une grande idée vient prendre la place des préoccupations mesquines de notre vie quotidienne. Comment donc douter que, le jour où les instruments de production seraient remis à tous, où l'on ferait la besogne en commun, et le travail, recouvrant cette fois la place d'honneur dans la société, produirait bien plus qu'il ne faut pour tout. Comment douter qu'alors cette tendance, déjà si puissante, n'élargisse sa sphère d'action jusqu'à devenir le principe même de la vie sociale. D'après ces indices, et réfléchissant, en outre, au côté pratique de l'expropriation dont nous allons parler dans les chapitres suivants, nous sommes d'avis que notre première obligation, quand la révolution aura brisé la force qui maintient le système actuel, sera de réaliser immédiatement le communisme. Mais notre communisme n'est ni celui des phalanstériens, ni celui des théoriciens autoritaires allemands. C'est le communisme anarchiste, le communisme sans gouvernement, celui des hommes libres. C'est la synthèse des deux buts poursuivis par l'humanité à travers les âges, la liberté économique et la liberté politique. Ça sera tout pour aujourd'hui, et on continuera le chapitre 3 dans la prochaine vidéo. Allez, salut!